NC la première. La question du jour. Comment répondre à un appel d'offres? En introduction, un extrait de la conversation virtuelle du guide des marchés publics à découvrir en entier sur le site marchéspublics.nc. Les marchés publics, mais pourquoi c'est si compliqué? Moi, dans mes affaires, je ne signe que des contrats privés, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est vrai que c'est différent, et voici pourquoi. Dans le privé, le client a le droit d'utiliser son argent comme il le souhaite et autour d'un contrat. Il peut y avoir seulement deux personnes, le client et le prestataire, libres de s'arranger pour négocier le prix, les clauses, signer le contrat, puis le modifier le prix, le délai, etc. Dans le public, c'est de l'argent public et en conséquence, n'importe qui a le droit de prétendre à obtenir le marché sous réserve qu'il ait des capacités pour le faire et qu'il formule une meilleure offre que les autres. Rien que pour ça, il faut faire une mise en compétition en définissant les règles du jeu, notamment définir ce que veut dire avoir les capacités et la meilleure offre, ce qui implique de définir précisément ce qu'on veut sans le faire varier ensuite lors de l'exécution. Et il faut des procédures avec des commissions consultatives, des rapports écrits pour garantir, vérifier et prouver que les chances de chacun sont et ont été préservées. Puis dans la vie du marché, tout doit être vérifié et revérifié pour être sûr que la dépense de l'argent public corresponde à ce qui a été exécuté sans favoriser indûment le titulaire du marché. Et enfin, dès qu'il semble nécessaire de modifier le marché, on doit encore et toujours vérifier que ces changements n'aient pas pour conséquence logique que la mise en compétition initiale aurait donné un gagnant différent. En d'autres termes, nous ne sommes jamais seulement deux dans un marché public, nous sommes bien deux à passer le marché et à l'exécuter, l'administration et le prestataire, mais en plus, autour de nous, il y a la multitude de ceux qui comptent sur nous pour que l'argent public soit bien utilisé et de ceux qui ne pourront pas et n'ont pas pu obtenir le marché. Fin de citation. Alors comment mettre toutes les chances de son côté quand on répond à un appel d'offres? Élément de réponse avec notre expert invité du jour. L'invité du jour sur NC la première. Émilie Olivier, bonjour. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Vous êtes gestionnaire administratif depuis votre ruche à la fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qui peut répondre à un appel d'offres ? Alors, ceux qui peuvent répondre à un appel d'offres, ce sont des personnes physiques ou morales. J'entends par là des auto-entrepreneurs ou des sociétés, à partir du moment où elles remplissent les conditions techniques et administratives de cet appel d'offres. Quelle est la différence entre un marché public et un marché privé ? Tout simplement, le marché privé, ça va être entre deux acteurs du privé, donc ça peut être deux entreprises ou un particulier, mais c'est quand même plus rare, qui met en concurrence des entreprises. Et le marché public, c'est conclu par une administration. Donc une mairie, une province, le gouvernement, c'est ça ? Exactement. Que signifie un marché à procédure adaptée ? Alors, on a mis ça en place, c'est suivant des plafonds, donc pour des marchés publics entre 20 millions, en tout cas inférieurs à 40 millions, où on a laissé plus de liberté en fait dans l'appel d'offres, on simplifie toutes les procédures. C'est-à-dire que on va demander toujours les documents obligatoires, qu'on verra un peu plus tard, mais on va pas demander forcément un mémoire technique très élaboré, on va surtout étudier les prix. Et voilà, on va vraiment simplifier la procédure. On vous donne les clauses, tout ce qu'il y a à répondre, le chantier à faire. Vous répondez simplement à chaque étape dans une note qui indique les moyens techniques et les moyens humains que vous allez mettre en place. Et ça s'arrête là. Et évidemment, le bordereau des prix. Et voilà. Quelle est la différence entre appel d'offres ouvert et restreint ? Un appel d'offres ouvert à tous. Restreint, toujours en dessous de 40 millions, même 20 millions, on peut faire appel directement aux entreprises. Par exemple, on va envoyer par mail, par contre à plusieurs entreprises, on est obligé de les mettre en concurrence, mais on peut envoyer directement les consultations à des entrepreneurs qu'on a identifiés auparavant.
Et l'administration, quand c'est restreint, elle doit au minimum envoyer à combien d'entreprises? Alors, bon, c'est 2, mais ils essayent toujours d'en avoir au moins 3, minimum. À quoi sert la plateforme marchépublic.nc? Alors, il faut savoir que tout appel d'offres est obligatoirement publié sur cette plateforme. Elle vous permet de vous enregistrer. Alors là, je vous conseille de créer un compte. Tout le monde peut accéder à cette plateforme, mais quand on crée un compte, déjà quand on répond à un appel d'offres, on le télécharge, mais ensuite on peut poser les questions sur cette plateforme. Parce qu'il faut savoir que quand on a une question, parce qu'une fois qu'on a lu tous ces documents, on peut avoir des questions plus demande de détails en fait. On va les poser sur la plateforme et quand le maître d'œuvre va nous répondre, ce sera public. On ne verra pas qui a posé la question, mais tout le monde pourra voir la question et la réponse. Et quand on est inscrit, au moins, on reçoit la notification qu'on a reçu une réponse. Vous pouvez aussi mettre les mots-clés quand vous cherchez. Alors, quand on est, par exemple, dans le bâtiment, très souvent, tous les matins, on a quelqu'un qui se connecte, qui met les mots-clés, donc le genre de travaux que moi je fais, ou on va mettre une mairie en particulier parce qu'on a entendu qu'elle allait lancer les appels d'offres. Donc, en mettant les mots-clés, on voit tous les appels d'offres du territoire public qui sortent sur cette plateforme. En général, les appels d'offres, ça concerne quel secteur? On a l'habitude avec le BTP, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres secteurs? Ah oui, tout le monde. Le service, les espaces verts, les transports scolaires, ça se passe aussi comme ça. Non, vraiment tout. À partir du moment où c'est de l'argent public et qu'on dépasse certains plafonds, c'est vraiment tout. Ah, il y a une petite interruption de connexion. Est-ce que ça va revenir? On attend. Ah, ça a coupé. Merci. Donc, à partir du moment où c'est de l'argent public? Tout le monde peut répondre. Un organisme de formation peut être aussi soumissionné. Que signifie allotissement dans un marché? Alors, dans un marché, il y a différents lots. Par exemple, vous prenez on va vous dire, il y a tel quartier à faire, tel quartier à faire, et on peut répondre à ces lots. Les lots, souvent, ce sont les quartiers dans notre exemple. Donc, l'allotissement, c'est le fait de diviser en lots notre appel d'offres. On peut répondre qu'à certains lots, on n'est pas obligé de répondre à tous. Parfois, il arrive pour des petits marchés qu'on nous dise qu'on est obligé de répondre à tous les lots. Mais sinon, dans la majorité des cas, on peut choisir les lots auxquels on répond. Et on rappelle, comme vous l'avez dit, même un auto-entrepreneur, ce qu'on appelle un patenté, peut aussi répondre à une appel d'offres. C'est pas que pour les SARL, par exemple. Non, complètement. À partir du moment où il a son RIDET, pas de souci. Quel document compose généralement le dossier de consultation et à quoi ça sert? Alors, le dossier de consultation, c'est celui qu'on va aller télécharger sur la plateforme ou celui qu'on reçoit dans le cadre des appels d'offres restreints. Dedans, vous allez trouver donc l'acte d'engagement. Vous vous engagez à répondre à cet appel d'offres. Vous allez trouver le règlement de cet appel d'offres. Vous allez trouver le CCAP et le CCTP, des acronymes encore bien barbares pour parler des clauses administratives qui détaillent le marché. Et ensuite, les annexes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité dans l'appel d'offres? Alors, en priorité, je vais regarder le règlement, les délais, très important, parce qu'on a un délai avec une date et un jour. Ensuite, je vais aller plus dans le détail pour regarder si je peux répondre effectivement, est-ce que j'en ai la capacité, donc ça c'est en regardant le cahier des clauses techniques, et puis les conditions pour y répondre. En fait, quand moi je reçois un appel d'offres, donc je réponds aux appels d'offres pour mes clients, je vais préparer une fiche à mes clients où je vais synthétiser tout ça, c'est-à-dire objet du marché, délai pour répondre. Ensuite, je vais essayer de lui faire un résumé de ce qui est né pour qu'il puisse me dire « ouais, c'est bon, on va répondre, on va pas répondre ». Donc, je commence par ça. Ah oui, c'est plus simple, comme il doit y avoir beaucoup de mots techniques comme CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. Qu'est-ce que c'est?
Alors, en fait, c'est simplement le cahier des clauses. Des clauses. En fait, c'est celui qui va vous dire comment ça va se passer tout le long du marché sur l'aspect administratif, délai pour exécuter les chantiers, les délais de règlement, les pénalités en cas de retard, et ensuite comment mettre fin, par exemple, à ce contrat. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur l'aspect, on va dire, pendant le marché, comment ça se passe du côté administratif. Donc finalement, c'est ce qui encadre l'exécution de ce marché. C'est ça. Est-ce qu'il y a des points clés à vérifier dans ces CAP? Oui, on va vous demander les assurances, donc vérifier si j'ai les bonnes assurances. On va vous demander aussi donc les délais d'exécution. Est-ce que je vais pouvoir les respecter? Vérifie tout de suite si je suis en capacité ou pas de respecter ces délais. Voilà, et puis comment dirais-je, les documents à fournir pendant l'exécution du marché. C'est-à-dire qu'on va souvent vous demander de faire des rapports, on peut vous demander de prendre en photo et d'utiliser une plateforme bien à eux, qui aura été mise en place entre l'administration et l'entrepreneur pour y mettre les photos dessus à chaque exécution du chantier. Et donc, le cahier des clauses techniques particulières, CCTP, si on compare avec l'autre, donc c'est tout ce qui a trait à la partie technique, le matériel. Voilà, comment je réalise le chantier. Voilà, comment je réalise le chantier. Donc, quels sont ce qu'on me demande clairement de faire. C'est là qu'on va me détailler tout le chantier. Donc, si je suis par exemple sur les transports scolaires, on va me dire tu pars de tel point et voici ton trajet. C'est ici qu'on va me traduire le trajet, qu'on va me dire le nombre de kilomètres. Pareil pour les espaces verts. Qu'est-ce que j'attends? J'attends qu'on utilise telle machine, tant de débroussailleuses. Tu as tant de kilomètres à faire. Voilà, on est vraiment sur le chantier. Comment repérer les critères de sélection du marché? Parce qu'on a dit c'est tout le monde qui peut candidater, mais en fonction de l'appel d'offres, est-ce qu'il y a certaines tailles d'entreprises qui ne sont pas dimensionnées pour répondre à certains marchés? Alors, normalement, tout le monde peut répondre. Maintenant, est-ce qu'on en a la capacité? Effectivement, pour des marchés aller au-delà de 40 millions, on s'attend à ce que ce soit des sociétés avec des moyens plus importants qui vont y répondre. Un auto-entrepreneur, généralement, il commence en entreprise individuelle avec des plus petits moyens, il va répondre à des plus petits marchés. C'est vraiment en fonction de nos moyens, de ce qu'on peut faire. Après, un marché, quand il est demandé à l'avance, c'est-à-dire que parfois on va vous dire vous devez répondre avant fin juin, mais le marché, il est qu'en octobre. Ça peut nous laisser un délai, si on l'a obtenu, pour justement faire qui nous permettent d'exécuter ce marché. Mais c'est vrai qu'on en revient un peu à ce qu'on disait dans une autre émission, c'est que quand on est en entreprise individuelle, on a plus souvent de plus petits moyens et on va passer en société quand on grossit. Donc on s'attend à avoir plus des sociétés qui se sont cadrées, pour pouvoir répondre à de plus gros marchés. Est-ce qu'on peut se regrouper? C'est pas obligatoire. Pardon. On peut complètement se regrouper. Alors, c'est prévu dans le cahier. C'est une des choses, effectivement, à vérifier. Est-ce qu'il est possible de sous-traiter? Parfois, on va vous demander de ne pas sous-traiter. Mais ça peut arriver. Se regrouper, en fait, on va créer un groupement qui n'existera que le temps de ce chantier-là. Et il faut le créer juridiquement? Il y a quand même une partie juridique à rajouter. Oui, il y a une partie juridique à rajouter, c'est-à-dire qu'on crée vraiment un groupement d'entreprises avec des conditions, donc ça juridique, transmises entre eux. Mais bien souvent, on va quand même désigner l'entreprise qui a le plus gros lot, le lot le plus important comme mandataire. Ça sera notre interlocuteur principal. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invitée. Elle est avec nous pendant encore une petite dizaine de minutes de 5-8. De 5-8, vous parliez des délais. Quels sont les délais à bien anticiper? Alors, avant de répondre à l'appel d'offres, on vérifie le délai du dépôt de l'appel d'offres. Alors ça, c'est très important parce que souvent, on se fait avoir à cause de ça. Je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est que pour répondre, vous avez plusieurs façons de répondre.
on vous le précise dans le cahier des clauses, c'est-à-dire que soit vous répondez, vous imprimez tout sous format papier, enveloppe, on vous demande même de coller sur l'enveloppe un document avec l'adresse et bien écrit dessus à nourrir qu'en séance, à découper, à mettre sur l'enveloppe, à déposer, et on vous donnera un accusé de réception qui prouve que vous l'avez bien déposé telle heure, tel jour. Vous pouvez aussi le faire sur la plateforme où vous téléchargez tous les documents, vous les mettez sur la plateforme et vous recevez automatiquement l'accusé de réception. Voilà, sachez que sur les plateformes, par exemple, si l'heure était 15 heures et qu'il est 15h05, vous n'arriverez plus à déposer. Ce sera déjà trop tard. Ah oui. Une fois qu'on a obtenu donc le marché, ce sont les délais d'exécution qu'on retrouve dans le cahier des clauses techniques. On va vous demander en tant de temps de réaliser telle activité. Voilà. Donc le chantier commence le 1er octobre, vous avez jusqu'au 15 octobre pour débrousser le lot 1, par exemple. Par exemple. Et c'est vérifié par l'administration ? Oui, surtout qu'à chaque fois, il nous demande de faire c'est le maître d'œuvre qui va vous demander de faire des rapports ou de faire, alors suivant quel travail c'est, vous avez carrément un rapport avec photo à faire quand vous êtes assez éloigné, ou alors vous allez avoir des émargements, par exemple, parce que dans la sécurité, dans le gardiennage, on va vous demander à chaque fois que vous êtes passé, que vous avez fait votre ronde, de faire les émargements. Et ça, c'est contrôlé. Au niveau, donc, on veut répondre à un appel d'offres. Quels sont les documents à fournir ? Vous nous avez dit le RIDET, l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Donc, RIDET ou GABI, suivant où on est inscrit, entreprise individuelle ou société. On va vous demander l'attestation sociale et fiscale. À savoir que on a essayé de simplifier un peu aussi la procédure, donc vous pouvez aussi les fournir bien souvent 15 jours après l'obtention du marché. L'attestation sociale et fiscale, il faut savoir qu'elle est censée être à jour ou qu'il y a bien un échelonnement en cours. C'est précisé quand vous sortez vos attestations. Donc c'est ça qui compte, c'est que ce soit au moins qu'il y ait un plan d'échelonnement en cours qui soit déjà validé par CAFAT ou les impôts. Donc attestation fiscale, on va la chercher à la DSF, et l'attestation sociale, c'est sur notre espace assuré CAFAT. Sur l'espace assuré CAFAT, on la télécharge tout de suite. Il faut savoir que sur le site des impôts, vous pouvez la télécharger. En fait, vous allez la demander sur le site et 24 heures après, vous la recevez par mail. On va vous demander aussi vos assurances, attestation de responsabilité civile et professionnelle et la décennale. On est sur des chantiers importants. Donc on rappelle bien qu'il faut être à jour de ses cotisations RUAM, c'est ce que atteste cette attestation sociale, et il faut être à jour de ses paiements des impôts ou avoir, comme vous l'avez dit, des plans d'échelonnement en cours. C'est ça. Ça, c'est donc un des critères importants. Et donc, si on veut répondre en groupement d'entreprise, on fait les démarches, on se rapproche d'une juriste pour mettre ça en forme. Oui, c'est quand même mieux. Et au moins, on peut tout prévoir dès le départ parce que, effectivement, comme dans toute relation professionnelle, on va bien s'entendre. Mais après, pendant le chantier, il faut qu'on écrive tout noir sur blanc. Comment on va faire, qui fait quoi, comment on s'entend, comment on fonctionne. Et puis le règlement, souvent on ouvre un compte de ce groupement d'entreprises à la banque qui n'existera que pendant le chantier. Et c'est là-dessus qu'il va y avoir verser les fonds, les recettes, et que le mandataire devra redistribuer. Comment on peut prouver sa capacité financière et technique ? Alors, il arrive qu'on vous... La connexion a été interrompue un petit moment, mais elle va revenir. Ah, on avait perdu. Voilà, tu es revenu. Donc, alors, il arrive qu'on demande en fait le chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Alors, quand on vient de débuter, c'est compliqué à laquelle on ne pourra pas répondre, mais on va donner ce chiffre d'affaires.
et nos principaux clients. On va voir, c'est comme ça qu'ils vont apprécier, ah ben ouais, il a des clients d'une certaine taille, ça fait un moment qu'il travaille pour eux, Il est fiable. il a fait un chiffre d'affaires confortable, voilà, c'est ça. Ensuite, on va vous demander, très souvent d'ailleurs, maintenant ils le mettent en annexe, c'est le tableau. Souvent, on oubliait d'en parler en fait dans le mémoire technique, donc maintenant ils l'ont rajouté en annexe, c'est-à-dire que vous allez mettre au moins les 5 clients ou chantiers qui se rapprochent le plus de ce qu'on vous demande sur cet appel d'offres, les délais d'exécution de ces chantiers et puis où étaient ces chantiers et le chiffre d'affaires de chacun de ces chantiers. Marie nous a rejoint au standard. Bonjour Marie. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Oui, moi j'avais une question sur est-ce que dans un appel d'offres, on peut exiger un certain nombre de salariés et des moyens particuliers? Enfin, pour la notation, je parle. Hein. Ouais, alors oui, ça peut arriver. C'est pas qu'ils exigent, c'est qu'ils vont vous dire, on conseille fortement tant de salariés ou sous-traitants. Ça peut arriver. S'ils ne vous disent rien, c'est à vous, dans le mémoire technique, de parler des moyens humains et de dire comment ils vont chacun exécuter leurs tâches. Mais effectivement, on peut trouver dans le cahier des clauses techniques ce qui est conseillé. À côté de ça, vous avez le droit de proposer des options. C'est-à-dire qu'on vous fait une proposition dans le cahier des clauses techniques et vous pouvez dire en option, attends, mais moi, par contre, j'ai quelqu'un qui est spécialisé là et qui pourra faire ce travail-là et j'ai pas besoin d'en prendre 2. À vous de bien défendre ensuite et d'argumenter. D'accord, ok. Et après, j'avais une autre question, mais c'était plutôt sur les avances et les cautions. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais c'était pour savoir si la caution, elle pouvait être que... c'est qu'un organisme bancaire qui peut la fournir ou que une entreprise, elle peut aussi être cautionnaire de... Quand on vous demande la caution, c'est la caution bancaire qu'on demande. Alors là, ce sont sur des marchés assez importants. On va demander en fait à ce que la banque se porte caution pour l'entreprise en cas de défaillance de sa part. Donc, la banque le fournit pas facilement. Hein. Il faut des prévisionnels et bilans béton parce qu'elle est quand même caution à hauteur de, je crois que c'est un certain pourcentage du marché. Oui. Il peut y avoir aussi des retenues de garantie qui sont demandées en fait, c'est-à-dire qu'à la réalisation d'un chantier, on ne versera pas la totalité, enfin l'administration ne va pas verser la totalité de la somme, elle va garder une partie pour elle. Qu'elle reversera seulement 1 an après. Parce que si on constate que le bâtiment il a des défauts, qu'il a été mal construit, c'est là-dessus qu'on va pouvoir rattraper en fait. Donc c'est là où intervient la banque, sur la retenue de garantie et la caution. On est sur des gros marchés. Ok. Ok, bon, merci en tout cas pour les informations. Merci Marie d'avoir appelé. Excellente journée. Bonne journée, au revoir. Pour terminer, Émilie, on va parler de ce mémoire technique. À quoi ça sert? Comment on le fait? Il doit faire combien de pages? Et il y a quoi dedans? Alors, le mémoire technique, souvent, on s'arrache les cheveux dessus parce qu'on va lire qu'on nous demande un mémoire technique, on nous demande une note technique, mais finalement, c'est toujours un peu la même chose. Alors, encore une fois, je vais parler des plafonds, en fait, des marchés. Quand on est sur du gré à gré, c'est-à-dire en direct, on va soit pas nous en demander du tout, soit faire juste une lettre comment je réponds à ce marché. Donc là, on est sur quelque chose de très rapide. Ensuite, pour les marchés, généralement, en dessous de 20 millions, on va commencer la note technique. On peut même, dans le cas, il vous donne même la trame à suivre. Ça ne doit pas faire pas plus de 5 pages hein, sur ce genre de choses. Hein. Je dis 5 pages parce qu'on fait quelque chose d'aéré, de joli, qui soit facile à bien s'imaginer que quand ils vont ouvrir en séance tous les dossiers, ils vont peut-être lire. Donc, ce que je veux, c'est aller à l'essentiel et je vous montre pourquoi je peux répondre et pourquoi c'est moi qu'il faut choisir. Et sur des marchés supérieurs, 40 millions, là, on va vraiment être sur la note technique assez importante, étayée. On commence généralement par la présentation de l'entreprise, la présentation générale.
Moi, j'aime bien rajouter aussi les valeurs de l'entreprise pour des voilà, soit le local, soit les valeurs familiales de l'entreprise, etc. Ensuite, on va parler de la gestion des exécutions avec les moyens humains mis en œuvre et leurs tâches respectives, leur diplôme, leur agrément si on est dans un cas où il faut présenter des agréments. Ensuite, les moyens techniques, donc ça peut être les véhicules, j'ai telle pelle, rétro, quelques tonnes qu'elle soit, je vais décrire tout ça et ensuite, comment je vais gérer l'exécution. Donc souvent, c'est le gérant ou le maître de chantier qui va dire je vais faire la vérification, c'est moi qui vais faire le contrôle, qui va envoyer le rapport. Et je finis par une conclusion où je vends un peu je me vends, c'est pas un peu, je me vends, je me vends carrément. Et en annexe, je peux mettre des exemples où il peut être demandé, par exemple, pour du nettoyage. Il va être demandé pour des nettoyages de bureaux ou industriels. Il va être demandé les produits. Je peux mettre un produit avec leur marque, leur aspect écologique. Et ça, ce sera dans les index. Je peux mettre aussi des photos. Voilà. Quelles erreurs fréquentes peuvent faire rejeter un dossier? Le délai pour répondre, la date, les documents manquants. Vraiment, faites-vous une checklist dès le départ avec ce qu'ils vous demandent. Commencez par les réunir sur votre bureau, alors le bureau physique ou le bureau de l'ordinateur. Mais une seule pièce qui manque, je vous dis, si il manque une pièce, on ne va pas aller la chercher. On le met de côté tout de suite. Et ensuite, ça peut être ce qui est arrivé récemment, des notes techniques assez lourdes qui répondaient pas, en fait, qui étaient trop générales et qui répondaient pas au marché. Donc, du coup, ça a mis de suite de côté le dossier. Voilà. Pour les entrepreneurs qui ne sauraient pas par où commencer, c'est trop technique, est-ce que vous proposez un accompagnement, une formation? Vous le disiez, en général pour vos clients, quand vous recevez des appels d'offres, déjà vous faites des fiches synthétiques, c'est que vous proposez un accompagnement? Alors, sous deux formes. Soit je réponds avec le client. Donc, je le fais assez régulièrement, c'est-à-dire que je vais m'occuper de rassembler tous les documents, faire la note technique. Donc, ça demande quand même beaucoup d'échanges. Alors après, quand c'est des clients que j'ai depuis un petit moment, ça va beaucoup plus vite. Et avec lui, l'étude des prix. Soit il sait tout de suite les prix qu'il veut faire, soit c'est un nouveau marché et on va faire une étude des prix ensemble. Et il faut savoir que je fais partie aussi des coachs dans le programme ProSud de la province Sud. Ce sont des coachings. Alors, la province Sud propose vraiment pas mal de coaching dans tous les domaines. Et me concernant, c'est la gestion compta et les marchés publics. Ce sont des coachings qui durent 5 heures, soit en présentiel, soit en distanciel. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour le présentiel, donc je me déplace. C'est pas forcément 5 heures d'un coup, mais il suffit d'aller s'inscrire sur la plateforme du programme ProSud, choisir les coachings. Et si c'est marché public, il ne faut pas oublier de préciser BeAssist. Et bien voilà, et pour donc retrouver Émilie, voici ses contacts. Vous pouvez la joindre au 89 14 41, 89 14 41, pareil sur WhatsApp. Il y a une page Facebook, BeAssist, donc B-E-E, B comme abeille en anglais, et plus loin, Assist, A-2-S-I-S-T. Merci Émilie d'avoir été avec nous ce matin depuis votre ruche à la fois. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, une bonne journée. NC la première, les formations. Deuxième partie de questions-réponses et on continue notre tournée sur tout le territoire des centres de formation. Alors, il ne s'agit vraiment pas de publicité, mais vraiment, depuis février, on va vous dénicher tous les organismes qui vous proposent des formations et des coachings, que ce soit pour former votre personnel si vous êtes chef d'entreprise ou vous, à titre individuel, qui êtes en reconversion professionnelle ou juste vous souhaitez monter en compétences. Et aujourd'hui, nous accueillons Laurent Garcia Villela de CIPAC Formation et directeur d'exploitation. Bonjour. Bonjour. Alors, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Quelles sont les grandes thématiques proposées par votre centre de formation ? Alors, il y a
En gros, 6-7 thématiques principales que porte SIPAC Formation. La première d'entre elles serait par exemple tout le domaine QHSE. Donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, où on va par exemple travailler sur de l'habilitation électrique ou sur du port de harnais ou du travail en hauteur ou beaucoup d'autres thématiques autour de ce domaine. Un autre énorme sujet chez nous et qui concerne énormément de clients, d'ailleurs particuliers aux professionnels, c'est la conduite d'engin. Donc sur la conduite d'engin, on va accompagner nos stagiaires sur différents outils et différents engins. Donc ça peut être de la nacelle, ça peut être du chariot élévateur, ça peut être des engins de mine, voire des tracteurs. Enfin, c'est très varié en fait. On dispose d'ailleurs de plateformes spécifiques pour ça et d'un environnement dédié pour pouvoir les accueillir dans des conditions réelles de mise en situation. Une troisième thématique qui aussi est assez technique, c'est logistique et ADR. Alors ADR, c'est un terme, un acronyme anglais. Je ne vais pas vous le dire en anglais, je ne suis pas dingue. Mais en français, c'est le transport de matières dangereuses. Donc là, ça concerne aussi pas mal de monde qui, sur le territoire, sont amenés à transporter des produits chimiques ou des produits pétroliers. Le carburant. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Cette thématique-là est aussi très importante. Alors, on propose au niveau de SIPAC Formation également des formations sur le numérique. Le numérique, c'est pas que la bureautique aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, là encore, on a pas mal de thématiques qu'on continue de travailler et de développer. Donc ça aussi, c'est un programme important. Une thématique aussi toujours tournée vers finalement l'industrie, technologie et maintenance. Donc là, on va travailler sur de l'électricité industrielle, sur de l'hydraulique. On va accompagner nos clients sur des thématiques comme la soudure, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des métiers très techniques, avec des mises en situation très factuelles et très concrètes. On dispose notamment d'un environnement didactique très spécifique, très moderne, qu'on a mis en place dans une de nos salles de formation, donc qui est vraiment tout à fait adapté à ce type de formation. Efficacité professionnelle, j'enchaîne. Là, on est sur des thématiques un peu plus tertiaires, j'allais dire. On va s'adresser à des managers, on va s'adresser à des commerciaux qui ont besoin d'apprendre quelques techniques de vente ou de les peaufiner sur le terrain. Management ou gestion du stress ou des conflits, ce type de thématique-là, la prise de parole par exemple. Voilà. Donc on propose également des sujets autour de ça qui peuvent intéresser aussi bien les managers, les cadres que les salariés de tout niveau. Et voilà, puis une petite dernière, c'est l'éco-gestion, où on va travailler plus sur la partie finance et on a des thématiques un peu plus accrues sur la gestion, notamment dans les mairies ou les administrations. Voilà, donc c'est assez varié. Vos formations répondent aux exigences du référentiel Calliope, c'est un gage de qualité. Oui, tout à fait. Calliope, effectivement, c'est un référentiel qualité qui a été mis en place en France, qui est globalement, on va dire, obligatoire, sans entrer dans les détails, en France, qui ne l'est pas en Nouvelle-Calédonie, mais SIPAC Formation fait le choix de s'investir pleinement sur cette thématique-là pour justement montrer notre engagement sur la qualité des formations. Voilà, pour nous c'est important, on s'y tient, c'est un des éléments qui nous permet d'être différenciants également et de tirer la formation professionnelle vers le haut sur le territoire. 9,31 sur 10 en satisfaction des apprenants, 18,43 sur 20 sur la qualité de la formation, 9,45 sur 10 sur l'appréciation formateur. Qui attribue les notes ? Ouais, c'est des très bonnes notes, c'est vrai. Ce sont nos apprenants essentiellement qui, principalement et uniquement d'ailleurs, ce sont les apprenants, c'est les personnes qui suivent les formations, qui évaluent à l'issue de cette formation la qualité de la prestation, alors l'environnement évidemment, le formateur, la qualité des supports, etc. Donc ce sont des notes qu'on actualise, c'est aussi un engagement qu'on prend par rapport à Calliope, qui nous demande d'avoir ces éléments-là à jour. Donc plusieurs fois dans l'année, on les actualise pour pouvoir justement les mettre en avant et valoriser la qualité des formations proposées, puis se remettre en question le cas échéant, évidemment, quand on a des notes pas très pertinentes, ce qui peut arriver. À qui s'adressent vos formations ? Nos formations, nous sommes sur la formation professionnelle continue. Donc, je dirais que la cible principale sont quand même les salariés d'entreprise. C'est eux qu'on touche le plus souvent. Maintenant, évidemment, on peut aussi adresser nos formations à des gérants non salariés, mais également, et beaucoup, chez SIPAC Formation, de particuliers qui sont, vous l'évoquiez tout à l'heure, en reconversion, qui
peuvent éventuellement avoir le besoin d'acquérir des compétences pour eux-mêmes ou pour pouvoir se vendre sur le marché du travail autrement. Donc on reçoit énormément de demandes de cet ordre-là et puis on les accompagne. Vous parlez tout à l'heure de la formation ADR. C'est une formation effectivement où on reçoit beaucoup de particuliers qui veulent plus tard être disponibles sur le marché, pouvoir travailler sur cette thématique. On avait une offre d'emploi tout à l'heure, matelot de pont en province Nord, où il fallait le CACES 4 par exemple. Je suis particulier, je peux m'adresser à vous pour passer le CACES? Oui, tout à fait, on le fait souvent, oui, bien sûr. Le CACES, c'est un certificat qui est à l'issue de formations sur la conduite d'engins, de tout type, donc d'engins comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc c'est un certificat qui n'est pas obligatoire, mais qui est souvent demandé néanmoins par beaucoup d'entreprises. Donc c'est quelque chose qui valorise aussi l'apprenant. Vu le contexte, quelles sont les formations les plus demandées en ce moment? Il y a toute cette thématique que j'évoquais en préambule, c'est QHSE et conduite d'engin. Il faut bien reconnaître que, en tout cas chez SIPAC Formation, ce sont des thématiques qui sont beaucoup demandées. Par rapport aux échanges que je peux avoir avec certains confrères, ça reste quand même des thèmes en situation, on va dire, de crise, qui sont toujours demandés par les entreprises pour différentes raisons. Des fois, simplement par avoir l'autorisation de travailler sur des sites miniers ou des sites industriels. Donc, ces formations toujours le vent en poupe, malgré la situation. Après, on espère effectivement que les entreprises reviennent sur des formations d'acquisition de compétences différentes, comme celle que j'évoquais tout à l'heure sur du management ou de l'acquisition de compétences sur des techniques de vente ou de l'économie de la gestion. On en a moins, mais on en a quand même un petit peu plus ces derniers temps, donc on espère que ça se poursuivra. Vos formations sont certifiantes, diplômantes? Elles peuvent l'être, pas toutes. On est sur des formations professionnelles continues. Chaque formation dispose d'une attestation en fin de formation qui stipule que le stagiaire a bien suivi une formation chez SIPAC Formation. Certaines sont certifiantes, on parlait de l'ADR, c'est le cas. Il y a, donc, qui dit certifiante dit évaluation, grille d'évaluation en fin de course. On ne peut pas évidemment valider tout le monde, on est très vigilant, on a des formateurs qui sont très attentifs à ça, des référentiels à respecter. Donc certaines sont certifiantes et certaines sont aussi diplômantes. Donc on a mis en place il y a quelques temps, notamment avec le FIAF, un CQP AHSE, donc assistant HSE, qui est diplômant. Et voilà, donc on est tout à fait en mesure aussi de porter de ce type de formation. Est-ce que les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de vos formations ? Oui, tout le monde peut bénéficier de nos formations, dans l'absolu. On parlera des prérequis tout à l'heure. Il faut juste avoir 18 ans pour pouvoir suivre une formation d'une manière générale. Les demandeurs d'emploi, oui, peuvent même bénéficier d'aides. Je pense à l'ADI, par exemple, qui peuvent les aider ou les subventionner sur certaines thématiques de formation en fonction de leur projet. L'ADEL, au niveau de la province sud, qui finance certaines formations, dans certains cas de figure également. Donc là, j'invite évidemment tous les particuliers qui seraient dans ces situations-là de se rapprocher de ces structures. En province nord également, il peut y avoir de l'appui et de l'aide pour financer des formations pour des demandeurs d'emploi. Donc il y a quelques aides effectivement sur le territoire. Et justement, alors les prérequis, est-ce qu'il y en a pour accéder à ces formations ? Alors, il y a toujours des prérequis en fait en formation. Ça peut être des prérequis importants comme des prérequis plus légers. Dans les prérequis les plus légers, on va quand même être attentif au fait que les participants comprennent et intègrent le français, savent le lire, l'écrire, c'est quand même des bases. Il faut savoir que dans certains cas de figure, effectivement, on se rapproche des commanditaires pour s'assurer de ça et éventuellement accompagner les apprenants sur des remises à niveau si c'est nécessaire. Donc ça peut être aussi le cas, par exemple, sur de l'informatique, où on peut accompagner à la base de la base pour pouvoir les aider à monter en compétences plus tard sur des thématiques plus précises. Après, évidemment, si on rentre dans des formations un petit peu plus techniques, là, on va avoir des prérequis qui seront des éléments techniques de sécurité notamment. On va exiger un certain nombre d'équipements sur place, etc. Donc, à chaque fois, on précise bien nos prérequis. Il y a effectivement une formation où c'est très léger, mais il y en a toujours un minimum. Vous travaillez avec des formateurs locaux ou extérieurs ? Alors, la plupart sont des formateurs qui sont résidents de Nouvelle-Calédonie. On a une trentaine à peu près de partenaires formateurs sur toutes les thématiques que je vous ai citées. On a un formateur salarié de la structure. Et on travaille parfois sur des thématiques très spécifiques avec des formateurs
mais généralement qui viennent de France, qui viennent de l'Hexagone, pour pouvoir apporter une vision aussi un peu nouvelle par moment. Donc ça nous arrive, mais principalement on travaille avec des formateurs d'ici. Pour terminer, vous avez évoqué les solutions de financement, vous avez parlé du FIAF. Depuis hier, il y a la TGC qui s'applique, donc vos tarifs ont augmenté ? Mécaniquement, par rapport à la TGC, effectivement, nos tarifs sont donc revus de 6% par rapport à cette implémentation de la TGC. Après, beaucoup de formations que nous proposons au niveau de SIPAC qui sont effectivement pris en charge également par les organismes tels le FIAF ou la DTEFP pour justement limiter les coûts pour nos clients. Et pour aller plus loin et consulter le catalogue de formation, voici le contact de SIPAC Formation. Vous êtes joignable par téléphone au 41 46 29, 41 46 29. Il y a votre catalogue, toutes les infos sur sipacformation.nc, donc CIPAC formation.nc. Et puis vous avez une page Facebook, SIPAC espace formation, où on retrouve tout dessus. Il y a, rapidement, pour terminer en quelques secondes, vous avez encore des formations prévues d'ici la fin de l'année ? Oui, beaucoup de formations, oui. J'invite tout le monde à aller voir notre catalogue. Vous allez voir qu'il est riche et dense en termes de programmation. On continue d'ailleurs de programmer de nouvelles offres de formation. Donc voilà, sur toutes les thématiques que je citais préalablement. Donc on vous invite à venir nous voir ou à vous déplacer d'ailleurs. On vous accueillera très volontiers avec notre petite équipe très dynamique et disponible pour vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Questions-réponses sur NC La Première avec CIDJ. Rendez-vous au 258 258.